Donc nous allons reprendre le cours de ce colloque et pour cette session, nous avons prévu de parler de l'éducation, c'est-à-dire l'impact des transformations du travail sur l'éducation. Alors, pour ça, je fais appel à Nathalie Chusseau, que j'ai découverte au gré de colloques, notamment du Cercle des économistes. Nathalie Chusseau est professeure à l'Université de Lille et elle est spécialiste de ces questions. J'ai déjà entendu plusieurs fois parler sur ce thème. Et par ailleurs, elle travaille dans la chaire démographique. Comment dit-on précisément? Transition démographique, transition économique. Voilà, transition démographique, transition économique. Une chaire qui est localisée à Dauphine, sous la direction de Jean-Hervé Lorenzi. Donc, je vais lui donner la parole, à la suite de quoi il y aura une intervenante et un intervenant. Je ne l'ai pas dit précédemment, mais l'idée, c'est quand même de trouver aussi, dans ces interventions, des questions relatives à notre territoire, disons le Loiret, ou la région centre, étant entendu que, évidemment, par rapport à ce que nous avons déjà dit et que nous allons dire, il y a naturellement des différences régionales qui sont importantes et dont il est nécessaire de saisir ce que cela peut représenter pour notre territoire. Donc, Nathalie, si tu veux bien. Merci beaucoup Jean-Paul pour cette introduction. Alors je chausse mes lunettes, vous m'excuserez. Je vais faire cette intervention en deux parties. Dans une première partie, je vais vous montrer dans quelle mesure le monde dans lequel nous vivons est en proie à de multiples transitions, et je parlerai plutôt de choc par ailleurs. Et dans un second temps, je vais essayer de voir pourquoi le défi des compétences est, selon moi, immense à relever. Alors, pourquoi un monde, tout d'abord, en proie à de multiples transitions et de multiples chocs? Alors, on en a parlé ce matin, évidemment. Hein. On a la transition écologique et énergétique, et ça a bien été précisé ce matin, avec la décarbonation à l'horizon 2050. On a la révolution numérique, digitale, avec le développement de la robotisation et de l'intelligence artificielle, et en particulier générative, qui entraîne déjà un certain nombre de bouleversements, je vais y revenir. On a un choc démographique qui a tendance à être un peu oublié ces temps-ci, et pourtant, on a effectivement une espérance de vie qui tend à augmenter, et depuis très récemment, vous l'avez vu, on a une baisse de la natalité. Et puis on a des chocs, on a eu de multiples chocs, on a eu un choc sanitaire, j'allais dire conséquent avec la crise de la Covid, et puis on a des chocs géopolitiques, c'est aussi important, qui entraînent ce que les économistes appellent la relocalisation des chaînes de valeur et en conséquence la réindustrialisation de l'économie. Et donc évidemment tout cela va impacter le marché du travail, va impacter l'emploi et va impacter le travail en tant que tel. Alors, je vous donne quelques chiffres quand même sur l'état de ces fameuses transitions, parce qu'on pourrait croire que finalement ce sont des transitions, sont plutôt d'ailleurs des chocs où certains parleraient de transformation radicale. Quelques mots sur le vieillissement de la population. À l'horizon 2030, la part des personnes âgées de 60 ans ou plus passera à 31%, alors qu'elle n'était que de 20% en l'an 2000. Alors évidemment, ça va avoir des conséquences directes, alors non seulement sur la protection sociale, le financement de la dépendance, etc., mais aussi sur le marché du travail, avec une catégorie de salariés dont on commence à parler un peu, qui s'appelle les salariés aidants, qui aident un proche,
Et puis, une autre question cruciale qui est le maintien en activité des seniors, puisqu'il ne vous aura pas échappé que nous sommes contraints de travailler plus longtemps, mais le taux d'emploi des seniors reste extrêmement faible dans notre pays, en particulier pour les 60-64 ans. La baisse de la natalité, j'en parlais à l'instant. En 2023, le nombre de naissances a baissé de plus de 6% par rapport à l'année précédente. Et on a maintenant 1,68 enfants par femme. Et cet indicateur n'a jamais été aussi bas depuis la Seconde Guerre mondiale, excepté, si je me rappelle bien, au début des années 90. Donc c'est un vrai sujet, le vieillissement démographique. La deuxième transformation importante, c'est la relocalisation des chaînes de valeur et la réindustrialisation qui est supposée en découler. Alors, évidemment, on a eu la crise sanitaire, et puis ensuite, on a eu le conflit en Ukraine, et ces deux crises ont montré la dépendance, notre dépendance aux autres nations, à la fois pour la production de biens et aussi pour les matières premières. Et donc là, on est en train de parler de souveraineté économique. Et de ce point de vue, évidemment, on s'est lancé, notre pays s'est lancé, alors il s'était déjà lancé avant la crise de la Covid, mais dans une politique de réindustrialisation qui prend tout son sens avec la crise de la Covid et le conflit en Ukraine. Alors, cette fameuse réindustrialisation, on a quand même des bonnes nouvelles, puisque, selon les chiffres, depuis 3 ans, la France crée de nouveau des emplois industriels. On aurait, depuis 2019, plus de 62 000 emplois salariés nets qui ont été créés en France dans l'industrie. Ce sont les chiffres de l'INSEE. Et selon un certain nombre de cabinets de conseil, en 2021-2022, la France aurait inauguré davantage d'usines qu'elle n'en aurait fermées. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous voyez bien que quand on réindustrialise un pays ou qu'on essaie de le réindustrialiser, ça a d'énormes conséquences et ça va entraîner d'énormes enjeux en matière de compétences pour pouvoir faire face à cette réindustrialisation. Industrialisé massivement ce pays depuis pendant 40 ans et qu'on a détruit à peu près 2,5 millions d'emplois industriels entre les années 70 et l'année 2020. Bon. Donc, si vous voulez, il y a quand même un enjeu et donc on a détruit des compétences. On a perdu des compétences. Bon. Pour vous donner encore un indicateur, France Stratégie estime les besoins prévisionnels de recrutement pour les métiers industriels à 90 000 par an entre 2019 et 2030. Donc, le constat, c'est qu'on fait face à des besoins immédiats et en même temps à une offre insuffisante en raison de la destruction des compétences dont je parlais et de la fermeture massive des formations industrielles, en particulier depuis le début des années 90. On observe ça à peu près sur tout le territoire, à tel point que les entreprises décident de former elles-mêmes directement leur main-d'œuvre en développant leur propre centre de formation. Alors c'est vrai dans l'industrie, c'est aussi vrai dans le numérique, en plus des écoles de production qui, elles, continuent à être maintenues et qui sont destinées à ce qu'on appelle les décrocheurs. Troisième évolution importante, c'est alors la révolution numérique, la révolution digitale. Et donc c'est effectivement tout ce qui concerne la digitalisation de l'économie avec la robotisation et l'intelligence artificielle, et une intelligence artificielle qui a des conséquences très particulières, qui s'appelle l'intelligence artificielle générative et le fameux ChatGPT. Alors, c'était très intéressant les discussions qu'il y a eu ce matin. Je ne suis pas tout à fait sûre que les chiffres que je vais vous donner soient totalement en accord ou raccord avec ce qui a été dit, mais il y a un vrai sujet avec cette question de l'intelligence artificielle. Il y a une étude récente de l'OCDE en 2023 qui nous explique que près d'un emploi sur 4 va être remis en question par l'intelligence artificielle d'ici 10 ans. Précisément, 24% des postes de travail actuels vont être remis en cause par l'intelligence artificielle. Donc ça veut dire qu'on a 24% des métiers qui vont être impactés. La nouveauté, alors ça c'est pas nouveau quand on regarde l'innovation et le progrès technique, la nouveauté c'est que ces emplois qui deviennent automatisables
ce sont plutôt des emplois intellectuels supérieurs et du secteur tertiaire. Alors que précédemment, on remplaçait plutôt des ouvriers ou des travailleurs plutôt moins ou peu qualifiés. Cette même étude nous explique que 9% des métiers pourraient être amenés à totalement disparaître. Alors, ce qui est intéressant, c'est que parmi ces métiers, ce que cite l'OCDE, on a les juristes, on a les comptables, on a les graphistes. C'est pour ça que je disais que ce n'était pas tout à fait en accord avec ce qui avait été dit tout à l'heure, parce qu'effectivement, probablement, la question qui se pose, est-ce que ces métiers vont continuer à exister? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils vont être très fortement transformés. Et il y a d'autres métiers qui sont évidemment touchés. Donc les métiers vont être transformés parce que certaines tâches vont être remplacées par l'intelligence artificielle. Voilà. Alors, il y a aussi un type de métier qu'on oublie, mais le métier de consultant, alors je pourrais parler aussi des professeurs, mais on n'a pas trop de temps, mais le métier de consultant est évidemment impacté, et on voit notamment directement le fait qu'il y a de moins en moins de consultants juniors qui sont employés dans les cabinets de consulting. Pourquoi? Parce qu'une grande partie des tâches qui étaient confiées aux consultants juniors, maintenant, sont faites via l'intelligence artificielle générative. Alors, ce qui est un peu inquiétant, c'est que l'étude que je viens de vous citer, 24% des métiers qui seraient fortement impactés par l'intelligence artificielle, cette étude a été menée avant de tenir compte de l'intelligence artificielle générative et de ChatGPT. Alors d'autres se sont penchés sur la question. Vous avez probablement entendu parler de la fameuse étude du cabinet Goldman Sachs, qui, il y a quelque temps, a déclaré que 300 millions d'emplois dans le monde pourraient être remplacés par l'intelligence artificielle générative dans les années à venir, dont 25% en Europe et 25% aux États-Unis. Donc évidemment, ça n'est pas rien. Alors principalement, eux, ils pensent qu'une grande partie des métiers de bureau et qui concernent les tâches administratives, voilà, vont être remplacés par ce type d'intelligence. Évidemment, à l'inverse des métiers de la construction ou de l'entretien, où là, effectivement, on continue à avoir besoin des personnes. Alors, effectivement, alors il y a un autre élément intéressant, c'est que ça génère de l'inquiétude aussi chez les travailleurs. L'étude de l'OCDE le montre bien. Il y a 30% des travailleurs qui ont été interrogés et qui disent qu'ils sont inquiets du développement de cette intelligence artificielle et 19% qui disent qu'ils sont très inquiets. Donc on voit qu'il y a un bouleversement majeur qui, je vais y revenir, qui est difficile forcément à percevoir, puisque vous voyez bien que ce progrès technique, cette innovation, comme toute innovation, conduit à une destruction d'un certain nombre d'emplois ou de certaines tâches et à l'apparition, la création de nouveaux emplois. Donc on est typiquement dans de la destruction créatrice. La vraie question, c'est quels sont les emplois qui vont être réellement détruits et combien, et quels sont les emplois qui vont être créés. Bon, et là, la réponse à cette dernière question n'est évidemment pas simple. À titre indicatif, le Forum économique mondial nous explique que 83 millions d'emplois devraient être effectivement supprimés dans les 5 prochaines années et 69 millions d'autres emplois pourraient être créés en raison de l'intelligence artificielle générative. Et en particulier avec une demande élevée, alors ils identifient certains secteurs, la cybersécurité et toutes les nouvelles technologies, il va y avoir des nouveaux métiers créés. La difficulté, c'est précisément quels sont-ils? Alors, si je conclus sur cette première partie, on voit bien que face à ces transformations que je qualifierais de, non pas de transition, mais plutôt de transformation radicale, il faut adapter les compétences de la population active en essayant d'anticiper les besoins des entreprises et les métiers qui vont se développer, en plus des compétences scientifiques, et je vais y revenir, qui sont absolument indispensables à ces transitions ou à ces transformations. Il est clair qu'on ne peut pas innover sans compétences scientifiques, sans ingénieurs, sans chercheurs. Et donc là, on voit bien qu'on a deux enjeux, former aux compétences scientifiques et aux métiers scientifiques indispensables pour continuer à innover, et puis former aux nouveaux métiers qui vont apparaître et adapter les compétences de la population active actuelle
qui vont devoir, de fait, s'adapter aux nouvelles technologies qui vont être utilisées. Alors, j'en viens au deuxième point de ma présentation. Selon moi, pourquoi le défi des compétences est-il immense à relever? Vous allez voir que je vais être pas forcément optimiste, en tout cas, j'essaierai de terminer sur une note optimiste sur, selon moi, ce qu'il faudrait faire pour essayer de s'adapter de manière la plus efficace possible. Alors, la première chose qui me paraît importante à souligner, c'est qu'en ce qui me concerne, j'ai quand même une forte inquiétude à notre capacité de formation et d'adaptation à ces différents chocs en raison d'une dégradation de notre système éducatif. Enfin, je suis désolée, je ne peux pas, ne pas en parler. Et en particulier dans les disciplines fondamentales, et notamment en mathématiques et en sciences. Alors là, c'est documenté dans toutes les études internationales. Donc on dégringole, la France dégringole dans les classements internationaux depuis une vingtaine d'années, dans les fondamentaux, et en particulier en mathématiques. Donc si vous regardez la dernière enquête PISA, il y a un document qui est très intéressant, c'est que vous voyez une dégradation des performances des élèves. Alors, vous connaissez l'enquête PISA, on évalue les compétences des élèves de 15 ans, à l'âge de 15 ans, et on le fait au niveau international, ce qui nous permet d'avoir une comparaison entre les différents pays. Et on évalue les compétences de ces élèves dans 3 dimensions, les 3 disciplines fondamentales, la compréhension de l'écrit, la culture mathématique. Ce que montre, ce que vous voyez très bien dans la dernière enquête PISA, c'est qu'on dégringole, vous voyez, la France dégringole dans les 3 domaines depuis le début des années 2000. Bon. Donc, c'est évidemment un très mauvais signal. Hein. Si on veut s'adapter aux compétences, enfin s'adapter aux innovations et aux changements structurels qui s'opèrent, il faudrait déjà qu'on ait une formation initiale qui soit efficace. Et en particulier en sciences, je vais y revenir. Alors, un exemple sur les mathématiques. Pour les élèves de CM1, le score moyen, écoutez bien, a baissé de 47 points entre 1995 et 2019. Bon. Donc, vous comprenez, voilà, je suis un petit peu pessimiste. Et donc, vous pouvez me dire, mais oui, finalement, très bien, mais en quoi est-ce vraiment si problématique que ça de dégringoler dans les classements, et en particulier dans toutes les disciplines fondamentales? Simplement, déjà en mathématiques et en sciences, c'est un vrai problème parce que toutes ces transitions, ces transformations dont je vous ai parlé, on ne peut pas y faire face sans avoir des gens qui soient bien formés au niveau scientifique et sans formation scientifique. On ne peut ni innover ni être compétitif au plan international si on est mauvais dans les formations scientifiques. Bon. Et pour une raison assez simple, c'est que si vous avez un faible niveau de compétence, et notamment en sciences et en maths dans le pays, eh bien ça va empêcher les entreprises de se moderniser par manque de salariés qualifiés, et donc vous ne pouvez pas vous adapter aux transformations. C'est pas possible. Bon. Alors, je vais continuer dans le constat, j'allais pas dire désespérant, mais presque. C'est que ce qu'il faut voir, c'est que cette dégradation dans l'ensemble des disciplines fondamentales depuis une vingtaine d'années, elle s'accompagne d'un fort déterminisme social dans notre pays, qui aboutit à un gâchis de talent pourtant indispensable. La France, toujours si vous regardez l'enquête PISA, est parmi les pays de l'OCDE où l'origine sociale pèse le plus dans les résultats scolaires. D'accord ? Depuis 2003, l'origine sociale des élèves français de 15 ans pèse ou explique plus de 20% de leurs résultats scolaires, quelle que soit la discipline étudiée. C'est 20, 21, 22 selon les maths, le français. La moyenne de l'OCDE, c'est seulement 13%. Donc on est au-delà de 20%. Et quand vous regardez les classements, on se retrouve, la France, nous, au même niveau que des pays comme le Chili, l'Uruguay, la Hongrie. Alors je n'ai rien contre le Chili, l'Uruguay et la Hongrie. Enfin, on peut considérer qu'on n'a pas les mêmes niveaux de développement et peut-être pas les mêmes ambitions en termes de développement.
Et si vous voulez, on a aussi beaucoup d'idées reçues, et contrairement aux idées reçues, quand on va regarder les chiffres, alors les sociologues le font, mais les économistes aussi s'intéressent à ces sujets, ils les évaluent, on se rend compte qu'en termes de ce que l'on appelle la mobilité sociale entre les générations, c'est-à-dire l'influence du niveau d'éducation ou du niveau de revenu des parents sur le niveau d'éducation au niveau de revenus des parents, la France fait partie, avec alors le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Italie, des pays développés les moins mobiles socialement. C'est-à-dire fait partie des pays où le déterminisme social est le plus important. C'est vrai en termes d'éducation, c'est aussi vrai en termes de revenus. Bon. Et alors, pour terminer sur les mauvaises nouvelles, c'est qu'en plus, cette mobilité sociale intergénérationnelle d'éducation, elle diminue. Elle diminue, alors nous on l'a montré avec des collègues, avec Ben Alima et Elie, on a montré que, alors nous on avait valorisé, on avait regardé le niveau d'éducation en regardant la valeur des diplômes sur le marché du travail, ce qui est intéressant, et on a montré qu'elle baissait très fortement cette mobilité sociale entre 1993 et 2003, et récemment, mon étudiant de doctorat a montré qu'entre 1970 et 2015, à effort égal, eh bien, les élèves de milieux sociaux défavorisés ont moins de chances de réussir à l'école que leurs pairs favorisés. Donc ça baisse. Donc vous voyez que c'est un gâchis de talent, parce que ça veut dire que finalement, ce qui va déterminer votre réussite dans ce pays, c'est en grande partie votre origine sociale. Donc la première des choses à corriger, ça serait ça, si vous voulez qu'on soit prêt à avoir les talents, parce que ce n'est pas une question clairement d'efforts fournis ou de compétences, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va au-delà de ça. Donc, et là, évidemment, c'est les jeunes qu'il faut former, parce que ce sont les jeunes qui vont faire l'avenir de ce pays. Alors, deuxième chose qui m'inquiète un peu, c'est qu'on a quand même un manque de compétences scientifiques. J'en ai parlé tout à l'heure, mais clairement, là encore, on n'est pas préparé aux bouleversements qui arrivent, ou qui sont même déjà là. Toujours selon France Stratégie, en 2030, il manquera à peu près 20 000 ingénieurs et cadres techniciens d'industrie et à peu près 35 000 ingénieurs informatiques. Et si vous regardez aujourd'hui, on forme à peu près 40 000 ingénieurs par an. Ouais, voilà. Et il nous en faudrait pas loin de 60 000. Bon, donc on n'y est pas. Alors, vous allez me dire que ça n'est pas nouveau, parce que c'est un secteur qui rencontre des difficultés de recrutement depuis un certain temps, mais clairement, la pénurie va s'amplifier, clairement, compte tenu de tout ce que je viens de vous dire. On réindustrialise, donc on va avoir besoin, de manière très importante, d'ingénieurs. Alors, évidemment, c'est lié à ce que je vous racontais tout à l'heure, c'est-à-dire la très faible performance des petits Français dans les matières scientifiques et en particulier en mathématiques. Donc, évidemment, il y a un lien. Et puis, je ne l'ai pas dit, mais effectivement, il y a une désaffection des jeunes pour étudier les maths et rentrer dans les filières scientifiques. Il y a on ne forme pas assez de jeunes aux filières scientifiques. Je vous donne encore une comparaison. Moins de 14% des diplômés de l'enseignement supérieur ont suivi des études d'ingénierie hors informatique. C'est 22% en Allemagne, c'est 19% en Suède. Donc on forme beaucoup, pas suffisamment de jeunes aux filières scientifiques. Et notamment, on ne forme pas assez de jeunes femmes et de jeunes filles. C'est-à-dire que quand on regarde ce qui se passe, il y a beaucoup moins de filles dans les filières scientifiques que de jeunes garçons. Alors c'est lié à tout un tas de choses. Il y a un élément qui est important, c'est notamment la réforme du bac, où on a rendu les mathématiques optionnelles. Et quand vous regardez les résultats, vous vous rendez compte qu'à partir du moment où les mathématiques sont devenues optionnelles, les jeunes filles ont pris l'option maths en première et qu'une grande partie d'entre elles l'ont abandonnée en terminale. Alors que tous les gens qui connaissent un peu le système éducatif savent que nous recrutons dans notre pays beaucoup sur les mathématiques et que si vous suivez cette option, évidemment, vous aurez beaucoup plus de possibilités d'études derrière et probablement dans les meilleures écoles.
Donc les filles ont abandonné les maths et on a du mal à attirer les jeunes filles et les jeunes femmes dans les filières scientifiques et dans les métiers scientifiques. Et je ne parle pas de l'industrie, dans les métiers de l'industrie, c'est pareil, on a vraiment, vous avez majoritairement des hommes qui sont dans ces métiers-là. Et je me permets à cet égard, pourquoi je parle de cela, non pas seulement parce que je suis une femme, mais aussi parce que, vous le savez, les filles sont souvent meilleures dans le secondaire que les garçons, donc il y a des talents, donc il n'y a aucune raison, toujours meilleures, et qu'il n'y a aucune raison pour lesquelles elles ne réussissent pas dans ces filières-là. Donc il y a vraiment des effets genrés, de genre, qui sont à souligner. Bon. Alors, donc vous voyez, on ne forme pas suffisamment de jeunes aux filières scientifiques, et ça pose un véritable problème, parce que si vous regardez à l'échelle des pays de l'OCDE, vous vous rendez compte que plus la proportion d'ingénieurs diplômés est faible, plus le poids de l'industrie manufacturière dans la richesse nationale, le PIB, l'est aussi, et plus les gains de productivité sont faibles. Et, voilà. Et on a un gros problème de gains de productivité, donc on ne fait pas, donc ça ne va pas. Alors, évidemment, on peut, je vais y revenir tout à l'heure, mais il y a des remèdes, il y a des solutions. Alors, probablement que il faudrait changer la manière particulier dès l'école primaire, voilà, aussi auprès des jeunes filles, voilà, et un pays comme Singapour, par exemple, a largement réformé son enseignement des sciences et des maths. Évidemment, ça a fonctionné. Alors, il y a un autre élément aussi, je parlais d'industrie, de besoin de métiers scientifiques dans les métiers de l'industrie. Et il y a quand même un problème avec l'industrie, c'est qu'il y a un déficit d'image de l'industrie et des emplois industriels. Alors, on a eu des présentations très séduisantes ce matin, mais quand on regarde, là, ce sont des métiers qui sont finalement ou méconnus ou peu connus et donc peu attractifs avec des a priori importants. Alors, moi, je vois deux problèmes majeurs. Donc, premièrement, c'est l'attractivité des métiers de l'industrie pour les jeunes, et en particulier les jeunes femmes qui n'y vont pas. Et alors, bon, je ne citerai pas de nom, mais moi, j'ai visité des plateformes, par exemple, de CFA, qui sont quasiment vides. C'est-à-dire des plateformes, vous pouvez former les gens à tout un tas de métiers de l'industrie et qui ne trouvent pas preneurs. On ne trouve pas les gens alors qu'on en a besoin. Bon. Donc ça veut dire qu'il faut revaloriser l'image de l'industrie. Alors là, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais vous savez qu'il y a tout un tas d'actions qui sont mises en œuvre. On va présenter les métiers de l'industrie dans les écoles, on va expliquer, particulièrement dans les régions. Alors moi, vous avez entendu, je viens de l'Université de Lille, donc les Hauts-de-France, hein, les gigafactories de batteries, la réindustrialisation, on est en plein dedans. Donc évidemment, on explique voilà, quels sont les nouveaux métiers, les besoins, etc. Donc il y a un vrai sujet sur l'image de l'industrie, la meilleure connaissance de ces métiers. D'accord ? Et puis, il y a un deuxième élément important qui concerne toujours les jeunes, c'est que quand on arrive à les attirer et à les former au métier de l'industrie, on a une déperdition énorme. C'est-à-dire que le problème, c'est de maintenir les jeunes qui sont formés au métier industriel dans ces métiers. Donc là encore, j'ai regardé les chiffres de France Stratégie, vous avez 125 000 jeunes débutants qui sont formés chaque année au métier industriel, et vous avez un taux d'évaporation de 50%. C'est-à-dire que vous avez seulement un jeune sur deux qui va exercer le métier industriel auquel il a été formé. Bon, donc déjà, il faut aller les chercher, il faut les former, mais il faut les garder. Donc ça fait beaucoup de choses. Je vais terminer par un élément qui me paraît important, peut-être un peu polémique, c'est, vous en avez tous entendu parler, c'est incontournable, c'est l'apprentissage. Alors, l'apprentissage, vous savez, on a notre président de la République avait un objectif d'atteindre le 1 million d'apprentis, on a une réforme de la formation professionnelle, effectivement, avec des aides, des subventions publiques pour des contrats d'alternance et employer des alternants. Bon, alors les aides au début étaient assez généreuses, si je me rappelle bien, entre 5 000 et 8 000 euros. Là, on a baissé un peu les aides, on est tombé à 6 000 euros pour la première année. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut regarder qui sont les alternants, qui sont ces jeunes qui sont en alternance. Alors en 2022, vous avez 62% des contrats d'apprentissage qui concernent des diplômés de Bac+2 à Bac+5 et plus. D'accord ?
Et les formations de Bac+3 et plus représentent 40% des entrées en apprentissage en 2022. Donc, qui on forme essentiellement à travers ces aides à l'apprentissage? Ce sont des diplômés du supérieur. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Évidemment, je suis professeur à l'université. Alors, l'université, c'est engouffré comme d'autres dans ces formations à l'apprentissage. Évidemment, encouragé d'ailleurs par nos présidents, parce que comme on a une baisse de moyens, on nous a dit faites de l'apprentissage, vous allez récupérer de l'argent. Sauf que je voudrais quand même attirer votre attention sur quelque chose, c'est qu'a priori, l'apprentissage n'est pas fait pour former des gens du supérieur. Merci. Si vous regardez là encore les chiffres internationaux, vous regardez l'OCDE, quand vous regardez formation professionnelle, qui s'appelle Vocational Education, c'est Secondary Non-Tertiary, c'est-à-dire des gens du secondaire qui ne sont pas dans le supérieur. Et on vous explique clairement ce qu'il en est. Ce sont des étudiants de la formation professionnelle, c'est-à-dire qu'ils se forment théoriquement dans un cursus et pratiquement au sein d'une entreprise. Donc, ce qu'on finance, qu'on prétend financer, appelé de l'apprentissage, en fait, ça n'est pas l'apprentissage. Alors, pourquoi est-ce que... Alors, et ça coûte quand même, les derniers chiffres, alors bon, personne n'est d'accord réellement, enfin, je vous donne une fourchette, ça coûte à peu près 22 milliards d'euros en 2022, ce qui n'est pas rien. Alors, en réalité, en fait, l'apprentissage devrait être ciblé sur ce qu'on appelle les décrocheurs, donc des jeunes qui, effectivement, ne peuvent pas poursuivre en éducation supérieure. Et ça tombe bien, comme il y a quand même un certain nombre de métiers de l'industrie qui ne trouvent pas preneurs et qui ne sont pas forcément Bac++, eh bien, on devrait se focaliser, à mon avis, sur ces jeunes. Alors, vous pouvez me dire, on pourrait aussi, ce qui marche pas mal, c'est qu'on a pas mal d'écoles d'ingénieurs maintenant en apprentissage. Donc on pourrait dire, on manque d'ingénieurs, donc pourquoi pas financer un diplôme d'ingénieur en apprentissage, voir si ça fonctionne ou pas. Mais en tout cas, il faudrait, à mon avis, que ça soit ciblé aussi sur les étudiants qui en auraient le plus besoin. C'est-à-dire ceux qui seraient, a priori, issus des milieux les plus modestes. Donc vous voyez, derrière cette histoire d'apprentissage, finalement, je ne suis pas sûre qu'on soit très efficace, ou en tout cas, il faudrait recibler certainement ces aides pour faire face aux transformations qui nous attendent. Alors, si j'essaie de terminer sur une note un peu moins pessimiste. Donc, on voit bien que le principal défi à relever face à toutes ces transformations que j'ai citées, c'est l'évolution des compétences et l'adaptation des compétences de l'ensemble de la population active. Bon. Ça veut dire que ça concerne, et ça doit concerner la formation initiale, ça doit concerner la formation continue, c'est-à-dire la formation tout au long de la vie. Alors là, on est mauvais, je veux pas on n'est pas très bon en termes de formation tout au long de la vie. En réalité, on forme massivement ceux qui en ont le moins besoin. C'est-à-dire, on forme massivement les qualifiés et on forme beaucoup moins les seniors et les non qualifiés. Bon, donc c'est pas du tout ce qu'il faudrait faire. Et donc, vous voyez qu'en fait, il faudrait développer cette formation tout au long de la vie avec une sorte de requalification permanente de la main-d'œuvre, y compris les qualifiés, puisqu'on le voit, ils sont aussi touchés. Et alors là, le problème, c'est qu'on est face à une grande difficulté pour anticiper les nouveaux métiers qui vont se créer. Donc ça, les branches probablement sont plus douées pour voir un peu ce qui se passe, mais c'est très compliqué, si vous voulez, d'anticiper bien en amont ce qui va passer. Alors, ça veut quand même dire qu'il faut qu'on ait une meilleure adaptation de l'offre de formation aux besoins du marché. Alors, mais évidemment, sans négliger ce que j'expliquais tout à l'heure, en amont, les matières fondamentales et la culture générale, et sans négliger, il en a été question à plusieurs reprises ce matin, les fameuses soft skills, c'est-à-dire les compétences comportementales qui sont indispensables à toute adaptation. Vous ne pouvez pas vous adapter à un changement si vous ne développez pas vos compétences comportementales. Bon. Alors, évidemment, ça veut dire aussi rationaliser probablement l'offre de formation. Alors en général, quand je dis ça, les gens
s'inquiète, mais ça veut dire quand même une meilleure identification des formations utiles, essayer d'avoir une cartographie des formations. Toutes les régions s'y attellent, c'est compliqué. Moi, je le vois bien dans ma région, c'est difficile de savoir précisément qui fait quoi, tout ce qui est traité. Il y a probablement des doublons. En plus, il y a des comportements un peu stratégiques parce que chacun veut son école plus près de chez soi, parce qu'il y a des problèmes de mobilité. Bon, donc, il faut probablement travailler sur la rationalisation de l'offre, ce qui n'est pas rien, je le conçois, parce que dès qu'on commence à rentrer dans ces sujets, ça devient assez compliqué. Concernant la formation tout au long de la vie, vous savez qu'il y a un instrument qui a été créé, qui a été amélioré, c'est le fameux compte personnel de formation. On a essayé d'individualiser la formation. Alors ça, dans l'idée, c'était plutôt pas mal. Mais si vous regardez les formations qui sont suivies, par exemple, j'ai vu que une des premières formations qui était financée par le CPF, c'était le permis moto. Et il y a aussi des choses qui sont financées comme la gestion des réseaux sociaux, c'est-à-dire devenir community manager. Bon, alors, en ce qui me concerne, je ne suis pas persuadée que, il faut cibler les formations via ce compte personnel de formation. Et donc, je pense que les entreprises ont un rôle à jouer aussi pour accompagner leurs salariés vers des formations qui soient utiles. Et là, je trouve que les branches ont aussi leur rôle à jouer parce qu'elles sont probablement beaucoup plus douées que moi pour connaître les besoins qui vont émerger. Donc ça, il y a quand même des choses à faire. Aussi, probablement, une plus forte implication des entreprises dans l'accompagnement de leurs salariés pour adapter leurs compétences. Ça veut dire accepter que le salarié parte en formation. Ça veut dire encourager leur formation à des compétences nécessaires, ce que je disais tout à l'heure, identifiées par les branches, et faciliter la mobilité professionnelle. Parce que là non plus, on n'est pas bon. C'est frappant, si vous regardez les pays du nord de l'Europe, vous regardez le Danemark, c'est incroyable. C'est-à-dire que tout le monde part se former, on quitte l'entreprise, on revient 2 ou 3 ans après, ça ne pose aucun problème. Nous, c'est toujours compliqué. Alors, évidemment, je conçois que quand vous êtes une très petite entreprise ou une PME, c'est beaucoup plus compliqué de laisser partir vos salariés. Mais enfin, s'il y avait une organisation au sein de la branche, c'est du gagnant-gagnant. Si vous formez quelqu'un, il va partir travailler dans une autre entreprise de la même branche, mais si les autres entreprises de la branche forment des gens, vous les récupérez aussi. Donc, il y a quelque chose vraiment à travailler là-dessus. On n'a pas le choix. Parce que les transformations qui arrivent sont absolument, j'allais dire, gigantesques. L'apprentissage, j'en ai parlé, je pense qu'il devrait être ciblé beaucoup plus sur les décrocheurs. Ça, c'est un élément. Et puis, évidemment, financer davantage la recherche. Vous avez vu qu'il y avait des ajustements en termes de coûts, de réduction des dépenses publiques. Il ne vous aura pas échappé qu'il y a 900 millions d'euros qui vont être supprimés à l'enseignement supérieur et en grande partie à la recherche, donc ça ne va pas dans le bon sens. Il faut absolument réduire les inégalités d'éducation tout en améliorant les performances scolaires des élèves, la performance scolaire globale, et ça, d'autres pays l'ont fait. Dans les années 2000, vous avez le Portugal, la Pologne, l'Allemagne, qui ont sensiblement réformé leur système éducatif et qui ont à la fois réduit les inégalités sociales d'éducation et augmenté largement leurs performances. Ils sont montés largement dans les classements. C'est possible, ça va coûter un peu d'argent, mais c'est possible. Donc c'est évidemment de l'investissement. Et puis évidemment, il y a la question des professeurs et des enseignants. Améliorer leur formation, en particulier dans les domaines scientifiques, et puis revaloriser la profession, ça a été dit ce matin, meilleure rémunération, meilleures conditions de travail, etc. On fait partie, les enseignants français sont payés à peu près 20% de moins que les autres enseignants en Europe, pour d'ailleurs passer plus de temps devant les élèves. Donc il y a un vrai... Et d'ailleurs, vous avez remarqué qu'on n'arrive pas à recruter, on n'arrive plus à recruter d'enseignants, donc il n'y avait pas de hasard. Donc ça fait aussi partie de ça. Voilà. Et puis, je vais conclure là-dessus, c'est que si on s'engage à essayer de garantir pour tous une formation déjà initiale de qualité, une formation tout au long de la vie, je dirais, efficace et qui s'adapte
au changement, eh bien, il faut évidemment tenir compte des différences entre les territoires, puisque les territoires ne sont pas, évidemment, ne proposent pas les mêmes, ne sont pas spécialisés dans les mêmes domaines. Et donc, voilà, je vous parlais des Hauts-de-France. Là, en ce moment, on est en train de travailler sur toutes les formations dans les différents métiers industriels, au niveau des ingénieurs, etc., parce qu'on est en train de réindustrialiser ce territoire et on n'a pas les compétences dans l'immédiat pour y faire face. Mais évidemment, c'est certainement pas la même histoire ici, c'est certainement pas la même histoire dans l'ouest de la France, par exemple, ou dans le sud. Et donc ça doit aussi être fait au niveau des territoires et pensé au niveau des territoires. Je vous remercie pour votre attention. Eh bien, c'était très clair.